Les forces armées françaises représentent 240 000 militaires, 72 000 civils. La France est au 3e rang mondial en termes de budget de la défense. Ernest vous demande s'il est utile d'entretenir une armée qui coûte si cher. C'est utile, c'est indispensable. Vous savez, dans ce qui fait les fondamentaux français, il y a notre indépendance. Si on veut être indépendant, il ne faut pas être ingénu ou naïf. Oui, il faut une armée opérationnelle, efficace, entraînée, capable de se projeter sur les théâtres de crise et capable d'être l'outil pour servir une diplomatie proposante et d'initiative. Si nous voulons apporter notre contribution aux crises, comme nous l'avons fait en Côte d'Ivoire, comme il faudrait le faire dans beaucoup d'autres endroits, eh bien nous avons besoin d'une armée efficace et opérationnelle pour des tâches militaires, pour des tâches humanitaires. Nous avons besoin, et c'est un enjeu indispensable et incontournable. Et ce qu'il faut regretter, c'est qu'aujourd'hui, il n'y ait que 2 ou 3 pays qui fassent cet effort de plus de 2% du PIB consacré à l'effort militaire, et que l'essentiel des autres Européens ait baissé les bras. Parce que la défense européenne devrait être un des grands projets. Aujourd'hui, il n'y a guère que la Grande-Bretagne et la France qui font cet effort. Ce n'est pas suffisant. Mais il y a moins d'armées en Europe parce que l'Europe est en paix. L'Europe est en paix. L'Europe est en paix, mais le monde ne l'est pas. Et quand nous sommes dans un monde dangereux, quand nous sommes dans un monde qui est confronté aux crises, quand on est dans un monde qui se veut solidaire et qu'on doit être capable d'apporter notre contribution à la stabilité d'un certain nombre de pays, en Afrique, en Asie ou ailleurs, ou au Moyen-Orient, il faut avoir une armée qui assure cette indépendance. Donc réarmer l'Europe. Il faut que l'Europe assume une défense européenne. Nous sortions de cette fiction du parapluie de l'OTAN, que je trouve pour ma part humiliant et stérilisant en ce qui concerne nos initiatives diplomatiques. Prenez l'Afghanistan, et c'est là où le militaire doit faire l'objet véritablement d'une pensée stratégique. Là, je pense que nous n'avons plus rien à y faire. Nous devrions rapatrier nos troupes, nous devrions tirer les conclusions de l'échec d'une force d'intervention qui est devenue une force d'occupation, mais nous ne pouvons pas le faire sans une véritable stratégie d'accompagnement politique, de coopération civile et militaire qui doit se substituer pour permettre aux Afghans de choisir leur destin. Autre question, Simon Lambert de Paris a remarqué qu'en 2002, vous aviez déclaré « La Turquie a toute sa place en Europe ». J'ajouterais qu'en 2006, vous avez donné la priorité à l'approfondissement de l'UE et non à son élargissement. Alors aujourd'hui, quelle est votre position vis-à-vis de la Turquie ? Alors d'abord, première évidence, la Turquie, c'est un grand pays. C'est sans doute aujourd'hui le pays dans la grande Europe qui a le plus évolué et qui joue le rôle le plus important en direction du Caucase, en direction de l'Afrique, en direction du Moyen-Orient. C'est un des piliers aujourd'hui de tout effort de paix et c'est un pays dont la croissance exceptionnelle constitue un réservoir de croissance pour nos propres pays. Donc, pas de refus de principe aux Turcs. C'est humiliant pour eux. C'est insulter l'avenir, pas de refus de principe. Alors, que nous soyons dans un temps de consolidation de l'Union européenne. Je vois d'ailleurs qu'on se pose aujourd'hui la question, à terme assez rapide, d'accueillir la Croatie, la Bosnie et d'autres États. Je crois qu'il faut consolider et relancer l'Europe. L'Europe est en panne, l'Europe ne sait pas où elle va, l'Europe n'est pas capable de gérer ses problèmes, on le voit aujourd'hui y compris avec la Grèce. Il y a une divergence franco-allemande, consacrons-nous à l'essentiel, redonnez sens à la relation franco-allemande. Je suis pour qu'on aille très loin, à travers un haut commissariat franco-allemand, pour préparer une union d'États entre la France et l'Allemagne, convergent sur un certain nombre de grandes politiques. Et je reviens à la Turquie, il faut un partenariat renforcé dans cette période qui pourra aboutir le moment venu, quand les Turcs seront prêts et quand nous serons prêts, éventuellement à l'adhésion entière de la Turquie. C'est un chemin de long terme. Qu'est-ce qui l'empêche concrètement ? Ce qui l'empêche aujourd'hui concrètement, c'est qu'il y a encore beaucoup d'obstacles, à la fois sur la démocratie turque, sur un certain nombre d'orientations de la Turquie, de reconnaissance du génocide arménien par exemple. Il y a un certain nombre d'obstacles qui doivent être pris en compte, mais pas de fermeture. Vieux réflexe de Jacques Chirac, ça vaut bien au-delà de la Turquie. On ne met jamais personne dans le coin d'une pièce, on n'humilie personne. Offrons à la Turquie une perspective d'avenir avec nous. Ça passe aujourd'hui par un partenariat renforcé. Je crois qu'il faut que nous ayons une grande politique de pôle pan-européen
Vous savez, le monde, il est multipolaire. Où est le pôle européen? 450 millions d'habitants? Ça ne fait pas un grand pôle face à la Chine qui a dépassé de loin le milliard, l'Inde, aujourd'hui le Brésil avec l'ensemble sud-américain. Si nous voulons peser, il faut au moins 1 milliard d'hommes. Donc des liens privilégiés avec la Russie, des liens privilégiés avec les Balkans, avec la Turquie et avec le Maghreb pour renforcer notre pôle. Ça ne veut pas dire faire et proposer l'adhésion à chacun. Nos vérificateurs nous précisent que 65% des Français sont contre l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne. Mais les Français sont susceptibles d'évoluer. Vous savez, quand vous caressez les peurs, eh bien, il ne faut pas s'étonner que les gens avancent dans un sens. N'oubliez pas que quand j'ai proposé le CPE, il y avait plus de 65% des Français qui étaient favorables. Et voilà. Hein, donc, méfions-nous des sondages. Alors, c'est Maria qui vous pose une question. Donc, face aux aspirations de libération, face aux aspirations de liberté du monde arabe, peut-on dire que la France a perdu ses valeurs, notamment celle d'être une terre d'accueil? Alors, la France a perdu du temps et elle n'a pas eu la bonne réaction au bon moment. Je pense en particulier face à ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte. Par contre, la France a été en initiative, elle a assumé même un certain leadership face à ce qui s'est passé en Libye à travers le vote de la résolution 1973 et à travers une mobilisation pour assurer la couverture de l'espace aérien libyen. Nous voyons bien qu'il faut aujourd'hui éviter le deux poids deux mesures. Et il faut donc trouver des réponses à ce qui se passe au Yémen, à ce qui se passe en Syrie, ce qui peut se passer ailleurs. Et donc il faut une politique d'accompagnement. Accompagnement en ce qui concerne les flux migratoires, ne l'oublions pas, face à la grande peur de nos compatriotes sur l'arrivée massive d'immigrants tunisiens ou autres, le pays qui aujourd'hui fait face le plus à cette immigration, c'est justement la Tunisie, qui a accueilli des dizaines et des dizaines de milliers d'immigrants des pays voisins. La France, elle n'a pas accueilli les Tunisiens, ils ont erré de squat en squat. C'est pour cela que nous ne devons pas céder à la peur, et c'est pour cela que nous devons accepter de mener une politique de coopération beaucoup plus innovante et inventive, à l'échelle de la France d'abord, mais surtout à l'échelle de l'Europe, parce que c'est à l'échelle d'une ambition européenne. Notre vocation, c'est pas d'accueillir tous les immigrés de cette région, c'est d'apporter une réponse économique qui permettra à ces pays de se prendre en main, de créer de l'activité et de créer des débouchés. Il se trouve que j'étais en Tunisie il n'y a pas très longtemps. J'ai été stupéfait de voir des infrastructures touristiques totalement désertées. Honnêtement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui nos compatriotes d'aller en Tunisie, de faire le pari de la Tunisie avec des prix cassés, un pays merveilleux, ayons un peu de sens civique à l'échelon de la planète, ça vaut la peine et en plus c'est agréable. Avant de passer à la question suivante, nos vérificateurs veulent faire une précision et cette fois elle va dans votre sens. Ils confirment que les chiffres que vous avez donnés sur les allocations diverses étaient exacts à l'euro près. Donc vous voyez, nos vérificateurs savent souligner. Alors oui, il faut retenir une leçon politique. Il faut toujours être un peu exigeant et dur avec les vérificateurs parce qu'ils finissent toujours par être de votre avis. Ça sera à eux de le dire. Je blague, bien sûr. Nous avons terminé les questions des internautes, mais nous allons maintenant aborder les questions de notre partenaire, l'AFP. La première nous vient de Bruxelles. Elle est posée par le directeur du bureau de Bruxelles. Elle concerne la crise de l'euro. Je vous propose de l'écouter. Monsieur de Villepin, la zone euro et la monnaie unique qui se trouve derrière moi sur le bâtiment de la Commission européenne à Bruxelles ont-elles encore un avenir? Pourront-elles résister aux crises de la dette qui secouent l'Europe aujourd'hui? Les pays du nord de l'Europe rechignent de plus en plus à payer pour ceux du sud et les pays du sud souffrent des cures d'austérité qui sont imposées. En bref, l'Europe pourra-t-elle sortir la tête haute de la crise actuelle ou faut-il se préparer à son éclatement? C'est une question ouverte. Le risque d'éclatement de la zone euro, c'est une véritable inquiétude et on ne peut pas aujourd'hui l'oublier. Il faut donc travailler avec d'autant plus d'exigence pour maintenir cette zone euro qui est un gage de sécurité et de stabilité pour l'ensemble des pays. Mais, nous le voyons bien, la situation de la Grèce, sur le plan social, sur le plan économique, est catastrophique, sur le plan financier, est catastrophique. Il y a pour moi une réponse. Pas deux, une. C'est la solidarité des Européens. Et il faut donc trouver le moyen avec les Allemands, puisque les Allemands aujourd'hui ont une voix forte et prépondérante sur l'ensemble de ces questions, compte tenu de l'effort qu'ils ont eux-mêmes engagé, il faut trouver le moyen de proposer des solutions acceptables pour tous. Alors, je vois bien que de plan en plan,
la situation de la Grèce devient de plus en plus difficile. On ne voit pas comment, très objectivement, la Grèce arrivait à répondre à toutes les exigences et tous les critères qui sont aujourd'hui sur la table. Dès lors que la situation sociale devient aussi difficile, dès lors que c'est une réforme en profondeur des institutions grecques, de l'État grec, de la fiscalité grecque qu'il faudrait engager. Tout ceci demande du temps. Pour ma part, j'aimerais que nous puissions trouver les voies de propositions réalistes, comme par exemple la restructuration de la dette grecque. Ce qui pose un problème, c'est évidemment la réaction des marchés. Mais j'ai la conviction que si nous sommes capables de préparer une telle décision, qui est une décision difficile, si nous sommes capables de l'accompagner, si nous sommes capables de l'expliquer, alors la dictature des marchés, parce que c'est bien ça le risque aujourd'hui pour l'euro, la dictature des marchés, une décision qui s'impose à nous de l'extérieur, eh bien nous serons en mesure de la contrebalancer, d'y remédier. Mais la seule réponse, c'est la solidarité. C'est vrai pour la Grèce, c'est vrai pour le Portugal, c'est vrai pour l'Espagne, c'est vrai pour la France, parce qu'il y a un risque de contagion d'une monnaie à l'autre, d'un pays à l'autre, mais la réponse est la même, solidarité. Jean-Pierre Campagne de l'AFP, toujours, vous pose à présent une question depuis Benghazi sur l'opération menée par l'OTAN en Libye. Écoutons-le. Je vous pose cette question depuis la place de la Révolution, qui est le haut lieu de l'insurrection libyenne. Au moment de la guerre en Irak, au début de la guerre en Irak, vous vous étiez opposé, depuis les Nations Unies, à l'implication de la France, implication militaire, aux côtés des Américains, contre Saddam Hussein. Si vous étiez aux affaires en 2011, au début 2011, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous, tel le gouvernement français, décidé de vous impliquer militairement pour aider la rébellion contre Kadhafi, ou bien auriez-vous attendu une hypothétique action de la part des Nations Unies ? Nous attendons une réponse courte et concise sur ce sujet. Alors la réponse est oui. La décision de protection des populations, telle que prévue par les Nations Unies dans sa résolution, était nécessaire. La question, c'est est-ce que, avec des moyens militaires, nous pouvons trouver une solution? Ma réponse, c'est non. Et je suis pour que, aujourd'hui, le politique, le diplomatique se substitue et accompagne le militaire qui, tout seul, ne peut pas trouver la solution. Alors nous voyons bien que les choses ont un peu dérapé. Aujourd'hui, l'objectif, c'est clairement le départ du colonel Kadhafi. Ce que je souhaiterais, c'est que par le dialogue, avec les uns et avec les autres, sans se limiter au Conseil national qui est à Benghazi, mais avec l'ensemble des partis, parce qu'on ne fera la paix qu'avec l'ensemble des partis. Gagner la paix, c'est associer tout le monde. Eh bien, nous puissions trouver un chemin de proposition. Il y a des discussions entre les uns et les autres, il y a des projets. J'ai bon espoir que la politique, la diplomatie permettra de l'emporter, parce qu'il n'y a pas d'issue strictement militaire. Sinon, ce serait prendre le risque du vide. Une fois Kadhafi tombé, le risque d'une guerre civile, le risque de tensions internes, et nous n'aurions pas fait alors de grands progrès à la Libye à travers notre intervention militaire. De Benghazi, à Abidjan, l'AFP couvre le monde, et il y a un autre bureau qui vous pose cette question, c'est Thomas Morfin, qui vous demande, qui vous pose une question sur la France et l'Afrique francophone. En Côte d'Ivoire, la France a récemment joué un rôle décisif dans l'installation au pouvoir du président Alassane Ouattara. Ce rôle de Paris a provoqué des grincements de dents sur le continent. Plus de 50 ans après l'indépendance des ex-colonies françaises, si vous êtes élu, quel rapport souhaitez-vous entretenir avec l'Afrique ? Tirer les leçons d'une crise comme celle de la Côte d'Ivoire, c'est absolument indispensable. On ne peut pas se satisfaire de solutions ponctuelles sur le continent africain. C'est-à-dire, par la force, donner crédit à une élection. La solution, il faut la tirer, et pour que le continent africain puisse trouver un meilleur équilibre sur le plan politique et dans la voie de la démocratie, il faut un statut de l'opposition. Il faut un statut pour des anciens chefs d'État. On voit bien que quand un chef d'État perd une élection en Afrique, c'est toute son ethnie, ses ethnies, parfois des régions entières, qui se sentent pointés du doigt, menacés et dont l'avenir apparaît rayé. Il faut donc un statut pour les oppositions, un statut pour les anciens chefs d'État qui permettent de huiler le changement démocratique, d'organiser l'alternance. Il ne peut pas y avoir en démocratie des gagnants et de très grands perdants qui ont le sentiment qu'ils vont perdre leur emploi, qu'ils vont perdre la vie et qu'ils n'auront plus d'avenir. Il faut trouver ce juste équilibre. C'est cela qui doit être fait pour prendre en compte la spécificité ethnique, tribale de l'Afrique avec réalisme. Il y a un accompagnement qui doit être fait sur le plan démocratique.